1920, le cuirassé est le fer de lance de toute flotte de guerre. L'étude de la balistique des obus lui a donné un pont blindé et l'apparition de la torpille et du sous-marin ont imposé une ceinture de blindage autour de sa ligne de flottaison. Et si l'avion représente une menace réelle, comme le claironnent ses partisans enthousiastes, le cuirassé polyvalent saura vraisemblablement s'adapter pour y parer. Le porte-avions n'est donc pour le moment qu'une solution annexe. Ses adeptes ne tombent d'accord avec les fervents défenseurs du cuirassé que sur un seul point, il faut évaluer le problème sur le plan pratique et non s'affronter indéfiniment sur des questions théoriques. C'est ainsi qu'en 1921, alors que le Langley est encore en cours de reconversion, les Américains entament une série d'essais pour savoir si les avions peuvent couler des navires de guerre. La Navy voulait depuis longtemps faire des essais de bombardement sur des navires de guerre, mais en vain, car elle n'avait pas les cibles adéquates. Coup de chance, à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a capitulé, sa flotte de guerre a été répartie entre les marines alliées. À l'arrivée des bâtiments, la Navy a constitué une force d'intervention navale composée de ses propres avions et de ceux du Marine Corps, sous mon commandement. La Marine a invité l'US Army à se joindre aux essais, sachant que nous avions tous beaucoup à apprendre sur le bombardement des navires et que tous nos pilotes pourraient bénéficier de cette expérience. Il était prévu de bombarder chaque type de bâtiment, sous-marin, destroyer, croiseur et cuirassé. Nous devions attaquer les navires d'abord avec des petites bombes et passer progressivement à des projectiles de plus en plus gros. Nous devions inspecter les navires après chaque bombardement et les avions de la Navy, de l'Army et du Marine Corps devaient se relayer dans les attaques. Le grand événement, bien sûr, a été le bombardement du cuirassé Ostfriesland. L'Ostfriesland, jaugeant 22 000 tonnes, est alors considéré comme un bâtiment relativement moderne. Construit en 1911, avant l'époque des attaques aériennes, il est conçu pour résister à des tirs d'artillerie lourde. Les Allemands étaient connus pour fabriquer des blindages de qualité. Le navire est donc parfaitement désigné pour tester la puissance de l'aviation. Plusieurs vagues d'appareils bombardent le cuirassé pendant une journée et demie. Il est atteint à plusieurs reprises, mais se maintient à flot. Bien qu'immobile, seules quelques bombes l'atteignent et il n'est vraiment touché que lorsqu'il en reçoit une d'une tonne, la plus grosse alors disponible. Même après cette frappe, il met des heures à sombrer. Si à bord des équipes de réparation et de lutte contre le feu avaient pu agir, il n'aurait pas coulé. Le lendemain matin, l'événement faisait la une des journaux et donnait l'impression que l'aviation avait supplanté la marine de guerre. Les partisans de l'aviation clament victoire. Mais si le cuirassé doit s'adapter, les avions doivent encore faire d'énormes progrès. Les essais se poursuivent tout au long de l'entre-deux-guerres. Et les vieux cuirassés de l'US Navy subissent le même sort que leurs homologues allemands. Mais au sein de la Navy, l'aviation commence à recevoir quelques soutiens d'importance, dont celui du chef du bureau de l'aéronautique, l'amiral William Moffett. L'amiral Moffett est généralement considéré comme le père de l'aéronaval. Et à juste titre, car c'est lui plus que tout autre qui nous a permis d'avoir une seule et unique marine. Non seulement en y intégrant l'aviation, mais en faisant même sa force de frappe principale. Voilà la réussite de l'amiral Moffett. Il avait beaucoup de charme, de force et de dynamisme, et avait un grand pouvoir de persuasion. À une grande intelligence, il ajoutait une logique imperturbable, qui lui permettait de faire passer ses idées aussi bien auprès du public que dans les rangs de la Navy. L'amiral Moffett disparaît dans un accident à bord d'un dirigeable de l'US Navy. Il laisse derrière lui une vision claire de l'usage de l'aviation. Il a mis en place une structure efficace pour l'aéronaval, dirigée par des officiers motivés et compétents.
qui lui assureront un développement harmonieux à longue échéance. L'aéronavale américaine est divisée en 3 composantes. Les avions patrouilleurs, gros hydravions à long rayon d'action ou appareils à flotteurs embarqués sur des navires, surveillent les routes maritimes, effectuent de la reconnaissance ou de la lutte anti-sous-marine en opérant généralement seuls. Bien qu'efficaces dans leur mission, ils ne peuvent se défendre dans un espace aérien hostile car trop lent et difficile à protéger. Plus lent encore, les immenses dirigeables rigides de l'US Navy, considérés comme les meilleures plateformes d'observation aérienne et capables de soulever de très lourdes charges. Théoriquement, ils étaient parfaits pour la lutte anti-sous-marine ou l'escorte des convois, et grâce aux mâts d'amarrage plantés sur les navires, ils pouvaient se déplacer avec eux et veiller à leur protection. Mais l'histoire allait les faire disparaître avant le début de la Seconde Guerre mondiale. La Navy possédait également des dirigeables souples, plus petits et très efficaces. Mais les aérostats sont surtout là pour le prestige et absorbent une grande partie du faible budget alloué à l'aéronavale. Jusqu'en 1927, le Langley est le seul représentant de la 3e composante, les porte-avions. Le petit bâtiment emmène à son bord les futurs chefs de la Navy. Et leur habileté à transformer ce pont grand comme un mouchoir de poche en une base aérienne pratique est une expérience qui contribuera à l'élaboration des règles essentielles de fonctionnement des porte-avions à venir. Les hommes servant sur le Langley garderont longtemps un certain prestige au sein de l'US Navy. Mais malgré la petite taille du pont et l'entraînement limité des pilotes, la difficulté des opérations sur le porte-avions est plus apparente que réelle. Les avions sont lents, stables et maniables. Les appontages requièrent plus d'adresse et de sang-froid que de chance. Pour la qualification, il suffisait de réussir 3 appontages et 3 décollages. Dès lors, on était pilote embarqué. Bien sûr, on n'était pas peu fiers. Ceux d'entre nous qui étaient qualifiés regardaient de haut les autres aviateurs parce qu'ils venaient du Langley. Pour nous, c'était quelque chose. Ensuite, quand on a eu les autres porte-avions, c'est nous qui avons formé et qualifié de nouveaux pilotes embarqués. Et là, il a fallu nous défaire de cette aura et convaincre tout le monde que c'était facile et sûr et que ce n'était rien. Mais le Langley, ça, c'était vraiment spécial. Plusieurs configurations sont essayées pour trouver le moyen d'appontage le plus efficace et le plus sûr à partir d'un pont aussi étroit. Grâce à ces essais, on étudie également le comportement des avions et leur capacité à résister aux efforts violents occasionnés par les appontages. Les câbles d'arrêt transversaux sont aussi essayés seuls ou en combinaison avec des tendeurs longitudinaux à l'avant et à l'arrière pour empêcher les avions de déraper et de passer par-dessus bord. C'est à cette époque que sont mises au point les crosses d'appontage qui équiperont tous les avions embarqués. Une de mes fonctions a été de mettre au point le crochet, la crosse d'appontage qui accroche le câble et qui est fixée à l'avion. Nous avions une vague idée des tensions appliquées à l'avion et nous devions les évaluer correctement ainsi que la répartition des forces du système afin de concevoir la crosse et ses points d'ancrage sur le fuselage. J'ai donc emprunté un accéléromètre au National Advisory Committee for Aeronautics. C'était le seul qui existait. Ils en étaient très fiers. Et j'avais promis d'en prendre très grand soin. Le film qui enregistrait l'essai sur l'accéléromètre ne durait que 30 secondes. Il fallait donc le mettre en marche juste au moment où l'avion arrivait au-dessus du pont et où le pilote se concentrait pour atterrir avec précision. J'ai donc décollé avec un CE7. J'ai fait un tour et j'ai fait mon approche. Juste au moment où j'arrivais au-dessus du pont, j'ai baissé la tête dans le cockpit pour déclencher l'enregistrement. Mais j'ai dû pousser le manche involontairement parce que quand j'ai relevé la tête, j'ai vu le pont approcher à 160 km/h. J'arrivais trop bas et trop vite. J'ai tiré sur le manche, mais il était trop tard. La crosse a pris le câble transversal, mais les crochets de train n'ont pas engagé les câbles longitudinaux.
J'ai donc eu la triste distinction d'être le premier à passer par-dessus bord sur un porte-avions. C'est vraiment l'incident le plus embarrassant de ma carrière. J'avais conçu la crosse qui s'était cassée, je pilotais moi-même l'avion qui avait cassé la crosse, j'avais cassé l'appareil et en plus, j'avais perdu l'accéléromètre du NACA. L'amiral Pennoyer a peut-être été le premier à passer par-dessus bord. Mais d'autres pilotes de l'aéronavale ont découvert de nombreuses autres façons d'apponter dangereusement tout en offrant aux opérateurs cinéma de la Navy quelques mémorables séquences d'accidents. Le futur amiral Gerald Bogan a été filmé lors d'un accident sur le Langley. Ma crosse d'appontage, comme souvent, a engagé l'un des deux câbles longitudinaux au lieu du câble transversal, ce qui a fait déraper l'avion vers la gauche. Il y avait plusieurs personnes, dont le commandant Reeves, debout sur la passerelle près des cheminées bâbord, et j'ai eu peur que mon hélice ne les découpe en morceaux. Donc, à l'encontre du règlement, j'ai poussé les gaz à fond et l'avion a basculé magnifiquement à bâbord avant de plonger. J'ai été repêché par l'équipe de secours. Faire décoller ou poser les avions sur le pont d'un navire était une drôle d'aventure à cette époque. En partie à cause de la faible puissance des moteurs Hispano-Suiza et des hélices en bois qui équipaient l'avion, mais aussi du fait de la configuration même de l'appareil. Nous devions mettre 2 ou 3 coussins sur le siège du cockpit pour pouvoir distinguer ce qui se passait au-dessus de l'imposant radiateur indispensable au système de refroidissement liquide. Le moteur était aussi très sensible au changement de température. Et quand on actionnait la manette des gaz, il fallait en même temps faire varier à la main les louves devant le radiateur. On avait l'impression de jouer de l'orgue quand on venait se poser perché sur ses coussins. Une main sur le manche, l'autre jouant un petit air. D'abord sur les gaz, puis sur les louves du radiateur, puis sur la descente de la crosse d'appontage, puis retour vers la manette des gaz. Tout ça pendant l'approche, les roues à quelques mètres de la surface de l'eau. La Navy avait besoin d'un nouveau souffle en matière de moteur. Quelque chose qui puisse utiliser au mieux les opportunités offertes par le porte-avions, qui soit capable de faire décoller et atterrir un appareil sur de courtes distances, assez robuste pour supporter le mauvais traitement des opérations courantes, les arrêts brutaux et les lancements par catapulte. Un nouveau type de moteur était essentiel à ce programme. L'apparition du moteur en étoile à refroidissement par air révolutionne l'aéronavale. Il est plus léger, plus facile à entretenir et à entreposer. Le gain de poids rend la catapulte inutile jusqu'à l'arrivée des avions à réaction à la fin des années 40. Mais dans les années 20, le gros problème de l'US Navy n'est pas le porte-avions. Les traités sur les forces navales et les coupes budgétaires paralysent le service. Les accords de la conférence navale de Washington en 1922 ont pour but de mettre fin à la ruineuse course aux cuirassés entre les principales puissances navales du monde et de fixer des limites strictes à la construction navale militaire.
Mais comme l'activité des chantiers ne peut s'arrêter en un jour, il reste des bâtiments en cours d'achèvement et le traité prévoit la conversion de certaines coques en porte-avions. Pour les États-Unis, le traité autorise la conversion de 2 croiseurs de bataille de la classe Lexington en porte-avions. Ces 2 navires sont mis à flot en 1925 et sont baptisés Lexington et Saratoga en 1927. Comparés au Langley, ces 2 bâtiments sont énormes. Ils peuvent embarquer et déployer jusqu'à 80 avions. Malgré quelques défauts de conception, comme les tourelles de canon de 200 mm, ce sont des porte-avions rapides et fonctionnels, ayant de grandes capacités de défense et d'attaque. L'Amérique est on ne peut plus heureuse d'en disposer dans les mois sombres de l'après-Pearl Harbor. À cette époque, la marine américaine a totalement intégré le rôle des avions dans la flotte, d'où les nouvelles directives du ministre de la Marine. Tous les élèves officiers devront suivre une formation sur l'aviation au cours de leurs années d'études. De plus, de nombreux officiers expérimentés suivront des cours spéciaux pour être qualifiés en tant que pilotes et acquérir par eux-mêmes une expérience réelle du nouveau domaine de l'US Navy. La pratique de l'aviation suscite un intérêt grandissant parmi les officiers de l'US Navy. La stratégie et les tactiques vont être totalement reconsidérées. Les essais des avions, des navires et des systèmes d'armes sont continus. Le bombardement aérien à haute altitude s'est avéré inefficace contre les navires en mouvement, et les spécialistes se penchent sur le fléau des mers, la torpille. La seule parade possible est le cuirassé lourdement blindé. Tous les autres types de navires sont extrêmement vulnérables aux attaques à la torpille et une énergie considérable est employée au perfectionnement de l'utilisation de cette arme. De plus, il faut désormais fabriquer des torpilles suffisamment résistantes au largage par avion. La flotte aérienne des nouveaux navires comprend des chasseurs, des bombardiers et des avions torpilleurs, plus 2 hydravions patrouilleurs pouvant être catapultés puis récupérés par grue. À long terme, ces derniers disparaîtront. Les équipages de porte-avions concentrent toute leur attention à faire de leurs appareils une véritable arme offensive. Les aviateurs embarqués ne pensent et ne s'entraînent qu'à l'attaque. Pour rendre leurs bombes plus efficaces, ils les larguent en piqué, une tactique des plus offensives. Après tant d'efforts et d'essais, les équipages et leurs aviateurs aboutissent à un système efficace. Les expérimentations et les améliorations se poursuivent sans relâche. Mais déjà, juste après le Langley, les 2 nouveaux porte-avions géants entament leur carrière extrêmement brillamment. Mais l'US Navy leur préférera plus tard des bâtiments de taille plus réduite. Le Lexington et le Saratoga seront les plus gros porte-avions en service jusqu'à l'apparition de la classe Midway d'après-guerre. Les 2 bâtiments sont construits à partir de coques de croiseurs à peine modifiées, avec un gigantesque hangar de 137 mètres de long sur 21 mètres de large monté par-dessus. Ils disposent d'un atelier de maintenance supplémentaire et d'une cale pour entreposer des avions de rechange. Ces navires ont donc une puissance de feu colossale par l'intermédiaire de leurs nombreux avions. Pour éviter à la flotte de devoir se plier aux manœuvres du porte-avions lorsqu'il se mettait face au vent pour faire décoller ses avions, le navire et ses escorteurs de défense et d'appui sont organisés en une escadre séparée. Celle-ci va rapidement se transformer en dispositif d'attaque pour donner naissance à la force d'intervention aéronavale. Alors que l'US Navy n'obtient que 3 porte-avions, aucun n'étant prévu à l'origine comme tel, elle dispose néanmoins de dizaines de types d'avions. La plupart sont spécialement étudiés pour les opérations embarquées. La grande majorité des appareils essayés et mis en service ne seront opérationnels que pendant une très courte période. Les commandes en petite série et les pertes importantes dues aux accidents et aux problèmes mécaniques en pleine mer entraînent une rotation rapide des types d'appareils. Quelques constructeurs se spécialisent alors dans la fabrication d'avions pour la Navy et leurs concepteurs deviennent de véritables experts dans le domaine très spécial des avions embarqués.
La production de petites séries entrave le développement rapide de ces entreprises et malgré des faillites courantes, elles sont néanmoins satisfaites d'être dans la course et de perfectionner leurs idées. Progressivement, les avions de l'US Navy s'améliorent et leurs pilotes apprécient la nervosité et l'agilité de leurs biplans dans la pratique du combat aérien et des tactiques d'attaque. À cette époque, nous étions un peu les petits chéris de la Navy, des primadonnes. Nous mettions au point les techniques de bombardement en piqué, l'attaque en formation et les manœuvres tactiques. On était assez libres car nous faisions de l'aviation embarquée une véritable arme offensive pour la flotte. Et je me suis jamais autant amusé de toute ma vie. Doit s'adapter, les avions doivent encore faire d'énormes progrès. Les essais se poursuivent tout au long de l'entre-deux-guerres et les vieux cuirassés de l'US Navy subissent le même sort que leurs homologues allemands. Mais au sein de la Navy, l'aviation commence à recevoir quelques soutiens d'importance, dont celui du chef du bureau de l'aéronautique, l'amiral William Moffett. L'amiral Moffett est généralement considéré comme le père de l'aéronaval. Et à juste titre, car c'est lui plus que tout autre qui nous a permis d'avoir une seule et unique marine. Non seulement en y intégrant l'aviation, mais en faisant même sa force de frappe principale. Voilà la réussite de l'amiral Moffett. Il avait beaucoup de charme, de force et de dynamisme, et avait un grand pouvoir de persuasion. À une grande intelligence, il ajoutait une logique imperturbable, qui lui permettait de faire passer ses idées aussi bien auprès du public que dans les rangs de la Navy. L'amiral Moffett disparaît dans un accident à bord d'un dirigeable de l'US Navy. Il laisse derrière lui une vision claire de l'usage de l'aviation. Il a mis en place une structure efficace pour l'aéronaval, dirigée par des officiers motivés et compétents, qui lui assureront un développement harmonieux à longue échéance. L'aéronavale américaine est divisée en 3 composantes. Les avions patrouilleurs, gros hydravions à long rayon d'action ou appareils à flotteurs embarqués sur des navires, surveillent les routes maritimes, effectuent de la reconnaissance ou de la lutte anti-sous-marine, en opérant généralement seuls. Bien qu'efficace, Tout le monde que c'était facile et sûr et que ce n'était rien. Mais le l'anglais, ça c'était vraiment spécial.
plusieurs configurations sont essayées pour trouver le moyen d'appontage le plus efficace et le plus sûr à partir d'un pont aussi étroit. Grâce à ces essais, on étudie également le comportement des avions et leur capacité à résister aux efforts violents occasionnés par les appontages. Les câbles d'arrêt transversaux sont aussi essayés seuls ou en combinaison avec des tendeurs longitudinaux à l'avant et à l'arrière pour empêcher les avions de déraper et de passer par-dessus bord. C'est à cette époque que sont mises au point les crosses d'appontage qui équiperont tous les avions embarqués. Une de mes fonctions a été de mettre au point le crochet, la crosse d'appontage qui accroche le câble et qui est fixée à l'avion. Nous avions une vague idée des tensions appliquées à l'avion et nous devions les évaluer correctement ainsi que la répartition des forces du système afin de concevoir la crosse et ses points d'ancrage sur le fuselage. J'ai donc emprunté un accéléromètre au National Advisory Committee for Aeronautics. C'était le seul qui existait. Ils en étaient très fiers. Et j'avais promis d'en prendre très grand soin. Le film qui enregistrait l'essai sur l'accéléromètre ne durait que 30 secondes. Il fallait donc le mettre en marche juste au moment où l'avion arrivait au-dessus du pont et où le pilote se concentrait pour atterrir avec précision. J'ai donc décollé avec un CE7. J'ai fait un tour et j'ai fait mon approche. Juste au moment où j'arrivais au-dessus du pont, j'ai baissé la tête dans le cockpit pour déclencher l'enregistrement. Mais j'ai dû pousser le manche. Une force d'intervention navale composée de ses propres avions et de ceux du Marine Corps, sous mon commandement. La Marine a invité l'US Army à se joindre aux essais, sachant que nous avions tous beaucoup à apprendre sur le bombardement des navires et que tous nos pilotes pourraient bénéficier de cette expérience. Il était prévu de bombarder chaque type de bâtiment, sous-marin, destroyer, croiseur et cuirassé. Nous devions attaquer les navires d'abord avec des petites bombes et passer progressivement à des projectiles de plus en plus gros. Nous devions inspecter les navires après chaque bombardement et les avions de la Navy, de l'Army et du Marine Corps devaient se relayer dans les attaques. Le grand événement, bien sûr, a été le bombardement du cuirassé Ostfriesland. L'Ostfriesland, jaugeant 22 000 tonnes, est alors considéré comme un bâtiment relativement moderne. Construit en 1911, avant l'époque des attaques aériennes, il est conçu pour résister à des tirs d'artillerie lourde. Les Allemands étaient connus pour fabriquer des blindages de qualité. Le navire est donc parfaitement désigné pour tester la puissance de l'aviation. Plusieurs vagues d'appareils bombardent le cuirassé pendant une journée et demie. Il est atteint à plusieurs reprises, mais se maintient à flot. Bien qu'immobile, seules quelques bombes l'atteignent et il n'est vraiment touché que lorsqu'il en reçoit une d'une tonne, la plus grosse alors disponible. Même après cette frappe, il met des heures à sombrer. Si à bord des équipes de réparation et de lutte contre le feu avaient pu agir, il n'aurait pas coulé. Le lendemain matin, l'événement faisait la une des journaux et donnait l'impression que l'aviation avait supplanté la marine de guerre. Les partisans de l'aviation clament victoire. Mais si le cuirassé En 1920, le cuirassé est le fer de lance de toute flotte de guerre.
L'étude de la balistique des obus lui a donné un pont blindé et l'apparition de la torpille et du sous-marin ont imposé une ceinture de blindage autour de sa ligne de flottaison. Et si l'avion représente une menace réelle, comme le claironnent ses partisans enthousiastes, le cuirassé polyvalent saura vraisemblablement s'adapter pour y parer. Le porte-avions n'est donc pour le moment qu'une solution annexe. Ces adeptes ne tombent d'accord avec les fervents défenseurs du cuirassé que sur un seul point, il faut évaluer le problème sur le plan pratique et non s'affronter indéfiniment sur des questions théoriques. C'est ainsi qu'en 1921, alors que le Langley est encore en cours de reconversion, les Américains entament une série d'essais pour savoir si les avions peuvent couler des navires de guerre. La Navy voulait depuis longtemps faire des essais de bombardement sur des navires de guerre, mais en vain, car elle n'avait pas les cibles adéquates. Coup de chance, à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a capitulé, sa flotte de guerre a été répartie entre les marines alliées. À l'arrivée des bâtiments, la Navy a constitué... Casse dans leur mission, ils ne peuvent se défendre dans un espace aérien hostile car trop lent et difficile à protéger. Plus lent encore, les immenses dirigeables rigides de l'US Navy, considérés comme les meilleures plateformes d'observation aérienne et capables de soulever de très lourdes charges. Théoriquement, ils étaient parfaits pour la lutte anti-sous-marine ou l'escorte des convois, et grâce aux mâts d'amarrage plantés sur les navires, ils pouvaient se déplacer avec eux et veiller à leur protection. Mais l'histoire allait les faire disparaître avant le début de la Seconde Guerre mondiale. La Navy possédait également des dirigeables souples, plus petits et très efficaces. Mais les aérostats sont surtout là pour le prestige et absorbent une grande partie du faible budget alloué à l'aéronaval. Jusqu'en 1927, le Langley est le seul représentant de la troisième composante, les porte-avions. Le petit bâtiment emmène à son bord les futurs chefs de la Navy, et leur habileté à transformer ce pont grand comme un mouchoir de poche en une base aérienne pratique est une expérience qui contribuera à l'élaboration des règles essentielles de fonctionnement des porte-avions à venir. Les hommes servant sur le Langley garderont longtemps un certain prestige au sein de l'US Navy. Mais malgré la petite taille du pont et l'entraînement limité des pilotes, la difficulté des opérations sur le porte-avions est plus apparente que réelle. Les avions sont lents, stables et maniables. Les appontages requièrent plus d'adresse et de sang-froid que de chance. Pour la qualification, il suffisait de réussir 3 appontages et 3 décollages. Dès lors, on était pilote embarqué. Bien sûr, on n'était pas peu fiers. Ceux d'entre nous qui étaient qualifiés regardaient de haut les autres aviateurs parce qu'ils venaient du Langley. Pour nous, c'était quelque chose. Ensuite, quand on a eu les autres porte-avions, c'est nous qui avons formé et qualifié de nouveaux pilotes embarqués. Et là, il a fallu nous défaire de cette aura et convaincre